Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue et merci d'être avec nous dans cette émission de Vox Hebdo sur Vox TV. En discussion, l'instabilité au Proche-Orient, la rentrée scolaire timide le 1er octobre, les difficultés dans la fourniture de l'électricité. Cette actualité sera décryptée avec Resh Mboussa, journaliste. Bonjour Resh. Bonjour, en face de lui, Albert Manzukuta, directeur de publication du journal La Semaine africaine. Bonjour Albert. Bonjour. Et en face d'Albert, nous avons Spline Arambungu, rédacteur en chef à la radio rurale congolaise. Bonjour. Bonjour, président. Bienvenue donc dans cette émission. Pour aborder notre premier sujet, je vous invite à suivre cet élément. Une pluie de projectiles enflammés dans le ciel de Tel Aviv, Jérusalem et Haïfa. Les 180 missiles lancés mardi soir par les gardiens de la révolution iranienne ont presque tous été interceptés. Mais par la voix de son président, Téhéran évoque une réponse décisive à la mort du leader du Hamas Ismaël Haniyeh et celle du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah. De son côté, Israël n'a pas tardé à brandir la menace d'une riposte douloureuse. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et il va en payer le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. Une mise en garde proférée aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Immédiatement après l'attaque iranienne, le président Joe Biden a réaffirmé son soutien à l'État hébreu et annoncé être en étroite discussion avec Israël pour décider de la réponse à donner à l'Iran. Sous ma direction, l'armée américaine a activement soutenu la défense d'Israël. Et nous sommes encore en train d'en évaluer l'impact. Mais d'après ce que nous savons aujourd'hui, l'attaque semble avoir été vaincue et a été inefficace. Cela témoigne de la capacité militaire israélienne et de l'armée américaine. Qu'on ne s'y trompe pas, les États-Unis soutiennent pleinement Israël. D'autres pays comme la France, l'Espagne ou la Grande-Bretagne ont eux aussi fermement condamné les tirs iraniens. Sans attendre, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé de se réunir en urgence dès mercredi pour discuter de l'escalade des hostilités au Moyen-Orient. Alors nous avons vu que ça fait bientôt presque une année. Le Proche-Orient est en proie à une instabilité sans précédent parce que depuis que l'Israël a mené ou mène des opérations militaires, d'abord à la bande de Gaza pour faire la chasse au Hamas et après la Palestine, les violences se sont portées au Liban avec le Hezbollah et c'est l'Iran qui a tiré plus de 200 missiles sur le territoire hébreu. Alors Albert, est-ce que petit à petit, ce sont les voisins de l'Israël qui sont comme touchés? Est-ce que ce cycle de violence va continuer ou il pourra s'arrêter là? Nul ne peut dire avec certitude ce qui va se passer dans un laps de temps immédiat, ne serait-ce que demain, après-demain, etc. Parce que nous sommes dans un contexte très volatile où tous les éléments, tous les ingrédients sont réunis pour finalement pour qu'une guerre totale ait lieu. Chacun des voisins est tourné aujourd'hui vers des préoccupations de défense dans la zone, avec au centre Israël qui tient tête à tout le monde, et y compris à la communauté internationale. D'ailleurs, M. Benjamin Netanyahou dit que il poursuivra sa guerre aussi bien contre le Hamas que contre le Hezbollah et l'Iran, tant qu'il restera des ennemis d'Israël, donc planqués dans leur territoire. Ça se voit clairement là. Sa détermination est claire. Aussi bien cette détermination que l'impuissance des Américains à l'arrêter. Les Américains qui continuent de rabâcher qu'Israël a bien le droit de se défendre, etc., mais qui peinent à faire entendre raison à Benjamin Netanyahou. Donc, dans ce contexte-là, on ne sait pas très bien ce qui se passera dans les jours immédiats, mais il est entendu, il est à peu près sûr que la paix, ça n'est pas pour bientôt. Oui, la paix, ce n'est pas pour bientôt. Alors, Spline, est-ce que ce cycle de violence pourrait-il s'étendre ou il peut se limiter
au Liban, ou est-ce que l'Iran pourra aussi entrer dans cette guerre? Bon, mais il faut dire que quel que soit ce qui va se passer, c'est vrai que les frappes vont continuer, les ripostes vont continuer, mais à la fin, ils finiront toujours par s'asseoir. Ils finiront toujours par s'asseoir. Et l'Iran, vous avez suivi qu'il y a 24 heures, 48 heures, son patron de la diplomatie est descendu à Beyrouth. Est descendu à Beyrouth avec un langage presque pas guerrier. Un langage apaisé. Apaisé, très apaisé, parce qu'il a bien dit que l'Iran ne cherchait pas la guerre à Israël. Mais toute la question, c'est peut-être même pas Israël qui est le problème. Le problème s'appelle Netanyahou. C'est lui qui est au centre parce que monsieur semble ruminer une sorte de vengeance. Contre qui? Personne ne le sait. Contre qui? Personne ne le sait. Alors, Resh, est-ce que l'Israël était dans la légitimité de procéder un peu aux frappes au territoire, surtout sur les territoires libanais? Pour ce qui est de la guerre, on va dire oui et non. Pourquoi? Moi, je pense que oui, il est attaqué de l'intérieur. Israël, bien évidemment, est attaqué de l'intérieur. Mais réagir de la sorte n'est pas une bonne chose. N'est pas une bonne chose parce que. Et comment pouvait-il réagir tel qu'il a été attaqué? Spline a parlé du dialogue ici, qu'il fallait s'asseoir pour essayer de voir dans la mesure du possible comment faire en sorte que la situation soit gérée autrement que par la guerre. Parce qu'aujourd'hui, avec la guerre, vraiment, si ce n'est que la guerre, ce n'est pas une bonne initiative. Bon, mais mettons-nous un peu dans le contexte. Le Hamas entre en Israël, assassine quelques personnes, enlève d'autres, et plus de 250 personnes. Dans ce contexte-là, quelle devrait être l'attitude de l'Israël? Négocier? Non, pas négocier, mais je pense que les instances sont là. Il y a le Conseil de sécurité des Nations Unies où se décide un peu ce qui se passe dans le monde. Mais je pense qu'il devait faire plutôt un plaidoyer pour dire oui, je suis attaqué, c'est vrai, mais moi j'ai envie de riposter. Bon, on a dit ici que les États-Unis peinent à donner, enfin, à faire en sorte que, à faire entendre raison à Netanyahou, c'est vrai. Mais je pense que le dialogue en tout cas peut régler la situation et non la guerre. Parce que si c'est la guerre, ça sera l'hécatombe pour tout le monde. Oui, je voudrais ajouter à ce que Resh a dit que toute la question chez Israël, lorsque quelque chose s'est passé, soit sur un citoyen israélien, soit sur une installation israélienne, c'est que sa réponse a toujours été disproportionnée. Ça n'a jamais été égal à ce que Israël a subi. Et regardez aujourd'hui, on parle déjà d'embrasement. L'embrasement est déjà là. Et peut-être que demain, nous serons dans un embrasement total. Israël frappe sur la Syrie, continue de frapper sur la Syrie. Israël continue de frapper, j'allais dire, Netanyahou, sur la Syrie. Ça, c'est un foyer. Sur le Liban, c'est un deuxième foyer. Sur la bande de Gaza. Dans la bande de Gaza, il y en a même 3. Vous avez la bande de Gaza, vous avez la Cisjordanie et vous avez Jérusalem. Donc, tout ça, c'est Israël. Et rappelez-vous que Israël a dit que c'est tout axe de mal que il le fera. Donc, y compris le Yémen. Y compris aussi l'Irak. En Irak. La Jordanie est un peu modérée. Mais en Irak, il y a des milices qui sont soutenues par l'Iran. Donc, qui sont susceptibles aujourd'hui. Si ça continue, vous aurez donc des milices qui partiront de l'Irak, vous aurez des milices qui partiront de l'Iran, qui partiront de la Syrie pour converger vers le sud du Liban.
Donc voilà un peu ce à quoi demain on peut s'attendre s'il y a embrasement de manière générale. Ok, tu devais ajouter... Je voulais ajouter un peu par rapport à ce que Spin disait. Déjà, le vieux Albert a su le dire aujourd'hui avec un peu les élections américaines. Mais face à ce risque d'embrasement, comme on le dit ici tantôt, il faut craindre l'entrée en guerre, sinon l'appui des Chinois et des Russes. Parce qu'aujourd'hui, les Russes et les Chinois sont prêts à soutenir l'Iran et d'autres pays. Et donc, cette situation pourrait créer en tout cas ce que tous craignons, une guerre mondiale. Espérons que les Russes et les Chinois n'entreront pas dans ce conflit qui dégénère déjà au Proche-Orient. Merci beaucoup. Nous allons poursuivre cette émission et nous allons maintenant aborder notre deuxième sujet qui est relatif à la rentrée scolaire, le 1er octobre. Vraiment une rentrée presque timide. École primaire Joseph Moutabala, 7e arrondissement Filou. Sur 850 élèves attendus pour ce premier jour de la rentrée scolaire, à peine 7 qui se sont présentés au niveau de cet établissement. C'est le cas de Dieu merci, élève en classe de CE1, seul élève dans la salle en compagnie de sa maîtresse, en attente depuis plus de 2 heures, des autres apprenants. Les parents, ils n'ont pas encore acheté les cahiers par rapport aux sacs, donc ils ont dit que je dois patienter la semaine prochaine, que je dois commencer la rentrée. C'est mieux que je vienne d'abord pour venir voir la salle et pour venir soit d'abord pour réviser avec les autres. L'expression me manque pour exprimer ce chaos. Mais dans quelle maison ou bien dans quelle superficie où l'on n'a pas parlé de la rentrée scolaire? Les parents sont au courant, mais je ne comprends pas pourquoi les enfants ne sont pas là. Là, nous avons moins de 10 enfants pour tous les établissements. C'est vraiment triste. Bon, j'estime que demain et après-demain, nous allons retrouver l'ambiance. Le climat délétère le premier jour des classes expliquerait à la confusion qui plane dans le mental d'une frange des élèves en rapport à la date officielle de la rentrée. On était un peu confus de la date de la rentrée parce que certains disaient que c'était le 7, certains disaient que c'est le 2. Mais je suis venue pour venir vérifier. Bon, le matin, on s'est juste présenté avec une dame d'histoire et un prof d'SVT. Nous ne sommes pas tellement nombreux parce que, disons qu'on a payé en retard. Les parents n'ont pas pu acheter les sacs, les cahiers, donc c'est maintenant qu'ils sont en train de faire tout ça. Même constat à l'école primaire Pierre Mayindou, 30 octobre 1984, Angola Libre et CGM Filou, où quelques élèves en classe de 3e regroupés dans une seule classe n'ont pas dérogé à la règle. Et on est vraiment content de retourner à l'école, mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup des élèves ici dans la salle parce qu'on a payé en retard. D'autres parents n'ont pas encore acheté des kits scolaires pour d'autres enfants. Ce que je vais leur dire, c'est qu'ils puissent venir, même s'ils n'ont pas encore des choses, mais qu'ils puissent venir à l'école avec leur tenue de l'année passée, travailler avec même des anciens cahiers, le temps que les parents sont en train d'acheter des kits scolaires. Malgré les dispositions prises par le gouvernement pour l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025 sur l'étendue du territoire national, à Brazzaville, les établissements publics et certaines écoles privées, la rentrée des classes n'a pas suscité l'engouement des élèves cette année. De mémoire, cette année, c'est une année record. Depuis que nous observons le retour des élèves à l'école, c'est la première fois qu'une situation pareille se produise, qu'un établissement puisse enregistrer de l'ensemble des élèves un seul élève. Alors, Spleen, cette situation est-elle explicable? On peut la comprendre? Depuis ce que la télé a montré, et ceux qui ont suivi les radios aussi ont montré, ont écouté comment la rentrée a été quasiment chaotique. Est-ce qu'il y a une explication à cela? Mais l'explication, les élèves ont tenté de le dire que les parents ne se sont pas bien préparés. Mais est-ce que c'est les parents qui doivent préparer la rentrée scolaire de manière, oui, de manière particulière, mais de manière générale? Mais ça doit être le gouvernement parce qu'aujourd'hui, si les Congolais sont inquiets, c'est par rapport à certains acquis qui n'ont plus. Hier, la rentrée scolaire, on se rappelle encore, il y a quelques années, et je prends les années du commandant Marien Ngouabi.
où ce monsieur avait un grand souci sur l'éducation des enfants, l'éducation des Congolais. Parce que même ceux qui étaient adultes avaient aussi leur part qu'on appelait les cours de soir. Alors, la rentrée scolaire à cette époque-là, si j'ai encore bonne mémoire, si ce n'était pas le 7 octobre, c'est alors le 10 ou le 12. Mais pourquoi? Mais parce que Marie Ngouabi avait déplacé le paiement des salaires. Sous le président Massamba Deba, je crois que le paiement des salaires, ça devait être le 18. Et Marie a déplacé le 18 de chaque mois. Le 18e jour de chaque mois que le président Massamba Deba payait. Et le président Ngouabi a déplacé le jour du paiement au 25. 25 de chaque mois. Le 25 de chaque mois. Et quand on arrivait à la rentrée scolaire, il savait pertinemment qu'il y a des enseignants qui sont originaires de Dongou et qui auraient passé leurs vacances à Pointe-Noire. Et il savait qu'il y a des enseignants qui viennent d'être affectés et qui doivent courir derrière les administrations pour avoir les bons de voyage. Ils doivent prendre les véhicules, ils doivent prendre parfois aussi le train, et s'il est affecté dans la zone nord, il y a aussi le bateau. Donc, il tenait compte de tout ça. Et c'est pourquoi il avait placé la rentrée autour du 7, du 10 ou du 12, et ça faisait à peu près 2 semaines pour que chacun se prépare. Il y avait les élèves, surtout des milieux ruraux, qui passaient leurs vacances en ville, à Pointe-Noire, à Brazzaville, à Dolisie, à Infondo, à Foroussé, à l'époque, et qui devaient avoir le temps de rentrer. Heureusement qu'à cette époque-là, le réseau routier était aussi bon. Mais aujourd'hui, avec le réseau routier, il faut se poser la question, parce que moi, j'ai tenté même d'appeler. Si la rentrée a eu lieu dans mon petit village, la réponse, mais où est-ce qu'ils sont? Et quand je pose la question, lesquels? Ils me disent, mais les enseignants, ils ne sont pas encore là. Donc, vous voyez, donc la situation est chaotique. Il semble que le gouvernement ne prend pas à cœur cette affaire de rentrée scolaire. Je m'en vais terminer par quelque chose et qui m'a étiqué une fois lorsque j'ai suivi une haute autorité parler en termes de notre système scolaire qui est cassé, que nous avons cassé. Vous voyez? Donc, j'aimerais, c'est un reportage tout à fait complet, mais si à côté, il y avait encore un reportage où on nous montrerait un ministre qui accompagnerait donc le 1er octobre dernier ses enfants à l'école, ici à Brazzaville ou à Pointe-Noire, dans une école privée, dans une école publique. À ce moment-là, je crois que on serait quitte aujourd'hui pour comprendre que le système connaît ce que moi je peux appeler un mépris. Ok, Albert. La rentrée scolaire, le 1er octobre, il y a eu une lecture qu'on avait l'habitude de lire. Ce matin, 1er octobre, c'est le jour de la rentrée scolaire. Mais le 1er octobre dernier, les établissements ont été vraiment déserts. Est-ce que c'est parce que le gouvernement ne s'est pas préparé, les parents, ou qu'est-ce qui se serait passé? Oui, il y a eu beaucoup d'hésitation de la part des parents et donc conséquemment de la part des élèves aussi. D'abord sur la date de la rentrée, ensuite sur cette incertitude qui planait, vous savez, vers le 30 novembre. Beaucoup de fonctionnaires disaient la paye de ce mois-ci va sauter, va glisser à une date dont on ne sait pas très bien les contours. Et donc, quand on a vu devant les DAB, les guichets automatiques et les banques, le 1er octobre, des parents qui s'agglutinaient pour aller toucher leur salaire, on s'est dit, ah,
la rentrée va donc certainement démarrer. Mais, pardon, nous sommes journalistes, ne faisons pas ceux qui ne faisons que accabler les instances. Nous avons vu aussi qu'il y a eu, par exemple, je ne prends que celui-là parce que Monsieur Moutou, le ministre de l'enseignement primaire, préscolaire, primaire et secondaire, donc qui s'est entretenu avec les enseignants, parce que lui, il savait très bien que ça, c'est une bombe à retardement qui explose chaque année. Ensuite, qui a fait le tour de certains établissements. Nous avons eu aussi le Premier ministre qui est allé, je sais pas, à Pointe-Noire, visiter une école. Et donc, c'est très partiel, très réduit, très, très faible comme poids de retomber dans la décision des parents d'envoyer les enfants ce jour-là à l'école, mais ça n'est pas une exception, ça n'est pas la première fois que cela arrive, non, ça arrive, j'ai un certain âge, c'est déjà arrivé plusieurs fois que nous passions à côté d'un ratage complet de la rentrée scolaire le 1er octobre. Et donc, voilà. Mais cette fois-ci, les choses, je crois, ont commencé à bien remarcher. Cette semaine, nous avons vu une certaine affluence d'élèves donc dans les établissements scolaires. Nous allons continuer. Alors, Rech, la rentrée scolaire, peu d'engouement. Est-ce que c'est parce que les élèves, mais on a constaté quand même le corps enseignant était plus ou moins présent, mais surtout du côté des élèves. Est-ce qu'il y a une raison à cela que les parents, pourquoi les parents n'ont-ils pas encouragé les enfants d'aller à l'école? On a su le souligner ici que peut-être parce que la paye passe en retard, mais moi je ne pense pas que ça soit la paye l'origine de ce raté, si on peut le dire ainsi. Déjà, pour ce qui est des enseignants, je pense que le ministère de l'enseignement général a su déjà prendre à bras le corps la question de la rentrée scolaire, parce que chaque année, il y a ce qu'on appelle le conseil le conseil de l'enseignement. Le conseil national de l'enseignement. Au niveau de ce conseil, on pose un certain nombre de problèmes, ce qui est relatif à le fonctionnement ou l'organisation de la rentrée et de l'année scolaire, la question des enseignants communautaires, la question des enseignants affectés et autres. Donc, je pense que le gouvernement avait quand même déjà pris à bras le corps la question, et nous qui sommes les parents d'élèves, nous avons pas peut-être suivi, parce que moi je ne résume pas la rentrée scolaire qu'à la paye du 1er octobre ou encore le mois de septembre. On a eu quand même 3 mois. On a eu le mois de juillet, août. Donc on pouvait préparer la rentrée autrement. Dire aujourd'hui que c'est le gouvernement qui a fait en sorte qu'il y ait ce raté, je ne partage pas cet avis en tout cas. Oui, mais qu'est-ce qui a dû causer ce retard, comme on l'a dit? C'était quand même criard. Bon, on l'a dit ici, sans doute peut-être parce que on est habitué à ce que à chaque année, avant que nous n'allions à la rentrée scolaire, que le gouvernement nous paye à temps. Donc peut-être dans l'esprit des Congolais, c'était ça, on attend la paye pour envoyer les enfants à l'école. Sinon, la rentrée, il y a des parents qui ont préparé la rentrée dès le mois de juillet. Il y en a. Comment ils ont fait? Donc on va pas tout mettre sur la tête du gouvernement. Le gouvernement a trop de problèmes en ce moment aussi déjà. Mais la rentrée aussi, c'est un problème. Oui, mais oui. Je m'en veux quand même rebondir pour me poser la question à moi-même. Et pour ceux-là qui n'ont pas été payés. Et qui posent le problème aujourd'hui qu'ils soient payés pour qu'ils envoient les enfants à l'école. Les reportages passent sur les autres chaînes où les travailleurs de l'université, par exemple, et vous les verrez aussi dans d'autres administrations, qui ne sont pas encore payés. Il y a peut-être 3 mois, il y a 4 mois, il y a 5 mois, il y a 6 mois. Ils ne sont pas encore payés. Alors, comment vont-ils envoyer les enfants à l'école? Et moi, je sais, par exemple, au niveau de la radio rurale, lorsque j'ai géré la conférence de rédaction, la question s'est posée parce que pour la plupart, ils ne sont pas encore payés. Et les enfants sont à la maison à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas payés. Ils n'ont pas été payés qu'au mois d'octobre. Mais ils n'ont pas été payés au mois d'août. Ni de septembre, ni de juillet, ça remonte de plusieurs mois. Alors, à ce moment-là, comment feront-ils pour envoyer, si c'est le gouvernement qui n'est pas responsable de cette rentrée scolaire,
de cette Oui, à ce moment-là, je pense que... Rech, oui. Si tu as une réaction à cela. Oui, j'ai une réaction. Il est vrai que il y a des institutions qui ne sont pas payées depuis 2, 3, 4, voire 5 mois. Mais je pense quand même que le gouvernement est en train de faire un effort. Parce que vous avez vu, l'université Marien Ngouabi a failli entrer en grève il y a quelques jours. Le Premier ministre a reçu l'intersyndicale. C'est pour donner les assurances, dans la mesure du possible. On va forcément payer et ça permettra que progressivement, puisque la rentrée, oui, c'est le 1er, mais on a encore toute une semaine. Il y a aussi la semaine prochaine. Peut-être qu'est-ce qui ne dit pas que d'ici la fin de cette semaine, sinon d'ici lundi, on va payer d'autres institutions. Ça pourrait permettre aux parents de préparer la rentrée. Oui, l'université est déjà en grève. Elle est en grève parce que il y a des négociations. Elle réclame 3 mois de salaire. Le gouvernement a prévu 1 mois. Mais pour le moment, la grève se poursuit. C'est cela, Albert? Oui, la grève se poursuit. Les enseignants, surtout ceux appelés vacataires, qui sont une large portion des enseignants à l'université Marien Ngouabi en tout cas, ont décidé de se croiser les bras tant que il y a... Vous savez, le problème c'est avec le gouvernement sait toujours trouver les mots pour déclencher, sortir de la menace de la grève en disant bon, vous en faites pas, nous y sommes, nous allons... Mais là, par exemple, sur les 3 mois réclamés, il n'y en a qu'un qui leur est promis, je dis pas payé, promis. Et donc ça n'est pas non plus une bonne chose. Oui, le gouvernement a beaucoup de problèmes, mais c'est aussi le rôle du gouvernement d'avoir à résoudre beaucoup de problèmes dont nous savons que ils ne sont pas légers. Donc voilà quoi. Ok, merci. Pour que la rentrée scolaire soit une réussite, le gouvernement a sa part de responsabilité, c'est de prendre les choses à temps, veiller à ce que les parents aient tous les moyens pour que les choses ne retombent pas sur lui. Nous allons donc observer une pause et nous allons revenir bien après.